Merci de votre fidélité à Télésud et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'entretien du jour. Je reçois aujourd'hui M. Luc Oyoubi, qui est ministre de l'Économie et de l'Emploi et du Développement durable de la République du Gabon. Bonjour, Monsieur le ministre. Bonjour, monsieur. Votre pays vient d'accueillir une grande manifestation économique qui était le New York Forum Africa. Vous avez l'impression que ça a été un succès ou pas? Ce n'est pas une simple impression, c'est une réalité. Déjà, au niveau des invités, nous avons reçu plus de 800 invités. Et il a fallu que les organisateurs refusent certains invités parce qu'on était arrivé à saturation. Donc c'est une manifestation qui a connu beaucoup de succès. Une manifestation qui a regroupé aussi bien des décideurs politiques, des hauts fonctionnaires, des hommes d'affaires, des investisseurs, des ONG et bien évidemment des hommes des médias que vous êtes. Et quelle était l'ambition pour le Gabon d'organiser un forum comme celui-là et surtout avec le titre de New York Forum plutôt que de Libreville Forum? Pourquoi New York Forum? Parce que c'est un forum qui existe déjà, New York Forum Africa, qui est organisé pour l'ensemble de l'Afrique. Et habituellement, il est organisé en dehors de l'Afrique. Cette fois-ci, il a été organisé en Afrique. Et pour le Gabon, l'ambition, c'était d'abord de faire connaître le Gabon, de faire connaître davantage le Gabon à l'extérieur du pays, par les investisseurs de plusieurs pays, notamment les Américains, les Chinois et les autres, et de pouvoir établir des contacts entre les acteurs, les opérateurs économiques gabonais et des grands investisseurs mondiaux. Tout à l'heure, en parlant du succès de la manifestation, vous parliez de l'affluence. C'est évident que ça a été un succès en termes d'affluence, mais en retombées concrètes, comment ce succès se manifestera pour le contribuable gabonais? Bon, déjà, en termes de résultats concrets, il y a eu plusieurs contrats qui ont été signés. Le président l'a annoncé. Dans plusieurs secteurs, il y a eu plusieurs contrats de signés. Et nous pensons que ça va continuer. Il y aura encore des contrats qui continueront à être signés après les réunions. Et ces contrats, ça va se traduire par de l'activité économique, par des financements, par des mouvements de touristes. Et il y aura forcément des retombées pour l'économie nationale. D'accord. Vous parliez de grandes participations. On a eu par exemple Robert De Niro qui était là. On a eu un certain nombre d'économistes de haut rang. Est-ce que cela a été une manière aussi de repositionner le Gabon sur la scène économique africaine et internationale de façon générale? Oui, ça a été une façon de mieux faire connaître l'Afrique, plus particulièrement le Gabon, parce que vous avez dû noter qu'au cours de ces assises, la stratégie gabonaise a été largement expliquée aux opérateurs économiques, et plusieurs de ces opérateurs économiques, de ces investisseurs qui passaient sur la scène, considéraient que la stratégie gabonaise était une stratégie crédible, qui, si elle était mise en œuvre, pouvait donner des résultats dans les années qui viennent. J'ai entendu parler du prochain forum du G20 au cours duquel les propositions qui ont été retenues ici pourront être mises en évidence et surtout proposées aux grands de ce monde pour soutenir l'économie gabonaise. Vous êtes confiant par rapport à cet agenda? Oui, je pense que c'est une habitude de ce forum de présenter ses conclusions au G20. Bon, cette fois-ci, le forum a lieu au Gabon, donc c'est forcément un plus pour le Gabon, qui va mieux se faire connaître auprès du G20. Et en termes d'intégration régionale, parce que c'est souvent la difficulté qu'ont les économies africaines, c'est qu'elles ne commercent pas beaucoup entre elles. Là, le Gabon sera probablement, du fait de ce forum, mieux positionné sur la scène internationale, mais quid du commerce intra-africain? Bon, je crois que le Gabon est l'un des pays qui se bat depuis longtemps pour qu'il y ait une intensification de ce commerce intra-africain. Vous vous souviendrez que le Gabon, c'est l'un des initiateurs de la création de la CEAC. Parce qu'il est clair que pour un pays comme le nôtre, nous avons une grande superficie, mais notre population n'est pas très importante. Et donc, pour que nos industries, pour que notre production puisse bénéficier d'économies d'échelle, il faut un marché un peu plus large que le marché national. Donc, pour nous, l'intégration régionale et sous-régionale est une des composantes importantes de notre politique, pour pouvoir asseoir une croissance durable.
Lors du forum, on a découvert qu'il y avait un mouvement des indignés au Gabon qui a voulu organiser un contre-forum. Cela vous suscite un commentaire de votre part? Bon, ça prouve déjà hein, qu'au Gabon, il y a une liberté d'expression, il y a une liberté de mouvement. Et ce genre de contre-manifestation, on en voit un peu partout. Moi, j'ai participé aux assemblées annuelles du Fonds monétaire et de la Banque mondiale pendant plusieurs années. Chaque fois qu'il y a des réunions du Fonds et de la Banque, qu'elles aient lieu à Washington ou en dehors, il y a toujours des contre-manifestants. Donc, le Gabon n'a pas fait exception. On aurait organisé ça dans un autre pays où il y a des libertés de mouvement, d'expression et d'expression. On aurait assisté probablement au même type de mouvement. Donc, je ne crois pas que ce soit spécifique au Gabon. Et ça montre qu'il y a une vraie démocratie chez nous. Pourtant, puisque les gens peuvent s'exprimer. Oui, puisque la contre-manifestation n'a pas pu avoir lieu finalement. Bon, j'ignore pourquoi elle n'a pas pu avoir lieu, mais le Gabon, comme tous les pays du monde, il y a des règles. Lorsqu'on veut organiser une manifestation, il faut demander une autorisation dans les formes prévues par les textes et l'obtenir avant de l'organiser. Bon, il arrive souvent que malheureusement, ceux-là même qui veulent la bonne gouvernance ne respectent pas les dispositions des textes. Or, la bonne gouvernance, c'est d'abord le respect des textes en vigueur. Si on ne respecte pas les textes en vigueur, on ne peut pas avoir de bonne gouvernance. Donc, c'est très facile d'accuser les uns et les autres de ne pas pratiquer la bonne gouvernance quand soi-même, on refuse d'appliquer les textes en vigueur. Mais sur le fond de leur réclamation, qui était de dire on voudrait présenter aux participants une autre réalité du Gabon, qui n'est pas forcément celle qu'ils verront ou qu'ils entendront au forum, est-ce qu'il n'y avait pas un fond d'utilité publique? Bon, je ne sais pas exactement quel est le message qu'ils avaient l'intention de faire passer. Mais je ne pense pas que dans ce monde, il y a un pays parfait. Il y a forcément des imperfections par-ci par-là. Et bon, qu'ils aient voulu faire ressortir ces imperfections, c'est tout à fait leur droit. Mais encore faut-il le faire dans les règles. Très bien. Maintenant, il y a un prochain forum, hein, puisque l'agenda international se déroule toujours. Il y a le forum Rio +1, le Gabon émergent, c'est aussi le Gabon vert, et c'est votre domaine de compétence. Comment vous préparez cette rencontre internationale? Bon, nous la préparons comme l'ensemble des pays. Vous savez qu'il y a des discussions préliminaires avant d'aller à Rio. Il y a plusieurs discussions qui sont organisées par l'ONU. Et bon, malheureusement, ces discussions ne semblent pas avancer. Les points d'accord sont beaucoup moins nombreux à ce stade que les points de désaccord. Et on espère quand même que d'ici Rio, il y aura davantage de points sur lesquels l'ensemble des pays du monde pourra se mettre d'accord pour une déclaration à Rio. Mais à ce stade, on est un peu dubitatif quant à l'accord qu'on pourrait se retirer de Rio. À Copenhague, on avait été très mitigé sur les conclusions. Est-ce que le Gabon a un agenda précis, des attentes concrètes par rapport à ce sommet de Rio +20? Bon, nous espérons qu'on pourra aller de l'avant, mais on ne peut aller de l'avant qu'ensemble, parce que là, il s'agit de l'ONU et les accords ne peuvent être trouvés qu'ensemble. Et nous notons par exemple que parmi les accords passés, notamment les financements qui avaient été préconisés depuis longtemps, mais jusque-là, ça n'a pas beaucoup bougé. On avait parlé du principe de pollueur-payeur. Aujourd'hui, on a du mal à savoir qui paye, mais on sait qui pollue à peu près. Comment est-ce que le Gabon s'est préparé à recueillir ces fonds, puisque vous êtes dans la bande équatoriale? Est-ce que vous bénéficiez déjà de ce mécanisme de pollueur-payeur? Non, pour l'instant, on ne bénéficie pas de ce mécanisme. Comme je vous disais, il y a des financements qui sont prévus, mais qui pour l'instant ne sont pas mis en œuvre. Et donc, au niveau de Rio, qu'est-ce qui vous tiendra le plus à cœur pour que vous ayez l'impression que l'on a avancé depuis qu'on a commencé, depuis 20 ans aujourd'hui qu'on parle de la protection de l'environnement, de l'avenir de la planète? Qu'on puisse enfin avancer dans le sens de la mise en œuvre des financements qui sont préconisés au niveau international.
On parle de financements innovants, le financement par la taxation sur les billets d'avion notamment. C'est une piste qui vous semble plausible ou il y a des pistes plus originales dans cette perspective? Il y a plusieurs financements qui sont prévus. Je crois que le problème actuel, c'est plutôt les mécanismes pour bénéficier de ces financements, hein, qui ne sont pas assez clairs. Hein, les conditionnalités ne sont pas assez précises pour permettre aux États de bénéficier de ces financements. Et sur le plan de l'emploi, le taux de chômage au Gabon? Bon, les résultats, il faut être honnête, ne sont pas très roses en ce moment. Et malheureusement, les jeunes sont les plus pénalisés par le problème du chômage. Bon, ceci étant, ce n'est pas spécifique au Gabon, ce problème de chômage. Et dans les réunions internationales, on ne parle plus que de ça. C'était à l'ordre du jour aux réunions du Fonds monétaire, de la Banque mondiale, et plus récemment de la BAD. Tout simplement parce que c'est un problème qui concerne la plupart des pays, notamment en Afrique. Donc nous essayons de nous battre pour mettre en place les conditions d'une croissance qui permettent des créations d'emplois pour pouvoir réduire ce chômage des jeunes. Mais ces solutions sur la croissance économique sont les plus indiquées parce que l'expérience à travers le monde a montré que les incitations spécifiques qui concernent directement la création d'emplois ne donnent pas de bons résultats. Au Gabon, nous en avons. Nous avons, par exemple, les crédits d'impôt à la création d'emplois qui sont mis en place depuis longtemps, mais qui ne donnent pas de résultats du tout. Et des quelques discussions que j'ai eues avec des collègues des gouvernements des autres pays, il semblerait que ce type d'incitation ne donne pas vraiment de résultats. Donc ce qu'il faut, c'est créer de l'activité, notamment au niveau des PME, au niveau de l'agriculture, et cette activité permettra de résorber le chômage des jeunes, en mettant évidemment en face une formation qui soit en adéquation avec la demande des employeurs. D'accord. Je vous pose cette question parce que la politique du Gabon aujourd'hui consiste à avoir également des zones économiques spéciales, notamment celle de M'Kok et d'autres qui font. Oui. Oui. Donc aujourd'hui, est-ce que c'est une façon pour le Gabon aussi de résoudre à la fois son problème de développement économique en ayant la capacité d'arroser le marché international via ces zones économiques et aussi de résoudre la question du chômage d'une certaine manière? Oui, tout ceci est lié. La création de ces zones vise à diversifier notre économie. Et comme je vous disais tout à l'heure, si on arrive à créer une croissance significative au sein de l'économie, cette croissance va forcément générer des emplois et donc réduire le chômage des jeunes. Bon, on peut mettre en place des mécanismes pour que les secteurs les plus créateurs d'emplois soient encouragés. Mais dans tous les cas, les incitations directes, comme je vous disais, comme les incitations fiscales, ne semblent pas donner des résultats escomptés. D'accord. Juste une dernière question, peut-être en 10 secondes, mais est-ce que vous pensez que l'année prochaine, vous voyez un peu la situation des économies européennes, je ne sais pas si elles impactent celle du Gabon, mais est-ce que vous pensez que le taux de croissance l'année prochaine pour le Gabon sera positif? Oui, il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas positif. C'est clair que la crise en Europe a une incidence sur les économies africaines. Pour l'instant, cette incidence n'a pas conduit les économies africaines à des résultats négatifs, mais c'est quasiment sûr que ça réduit le niveau de la croissance africaine. Parce qu'il y a beaucoup de canaux de transmission de la crise européenne sur les économies africaines. Le premier canal, le plus important, c'est la demande européenne des produits africains. S'il y a une crise en Europe, bon, pour l'instant, c'est encore une crise de la dette. Ce n'est pas encore tout à fait une crise économique. Mais si jamais ça se transformait en crise économique dans certains pays comme la France ou l'Allemagne, on aura une baisse de la demande de ces pays par rapport aux produits africains. Donc ça, c'est un premier canal de transmission de la crise en Europe sur l'Afrique. Le deuxième canal, c'est l'aide publique au développement. Si ces États ont moins d'argent, il y aura forcément moins d'aide publique au développement. Le troisième canal, c'est les investissements directs qui viennent de l'Europe. Si en Europe, il y a moins d'activités, il y a moins de possibilités de financement,
il y aura moins d'investissements directs européens en Afrique, donc ça impacte notre économie. L'autre volet, c'est les transferts des migrants. Vous savez qu'en Afrique, nous avons, c'est peut-être pas le cas du Gabon, mais plusieurs pays africains bénéficient abondamment de transferts de migrants. Ces Africains qui vont travailler en Europe et ailleurs et qui transfèrent des fonds dans nos pays. Et donc, si la crise perdure, il y aura aussi un impact sur ces transferts de fonds de migrants. Et puis, dernier point, qui est monétaire, en Afrique, nous avons des pays qui sont de manière rigide liés à la monnaie européenne. Ce sont les pays de la zone franc. Bon, il est clair que si la crise persiste en Europe, il y aura forcément une incidence sur l'euro, et cette incidence sur l'euro impactera le franc CFA. Impactera le franc CFA, et donc aura une incidence sur les économies de la zone CFA. Donc voilà un peu les canaux par lesquels la crise en Europe peut se transmettre aux économies africaines. Et donc c'est clair que si elle persiste, il y aura forcément un impact sur les économies africaines, même si pour l'instant cet impact n'est pas très visible. Il y a certainement un effet, une incidence sur le niveau de la croissance. Peut-être que le Gabon, au lieu de 5,7% en 2012, aurait pu engranger 7% si l'économie en Europe se portait mieux. D'accord. Donc vous êtes plutôt optimiste sur les perspectives de croissance au Gabon? Oui, pour l'instant, au niveau du Gabon, il n'y a pas de problème. On aura une croissance positive. Mais c'est clair que si la crise persiste en Europe, ça peut ramener vers le bas le niveau de la croissance. Mais pas au point de la rendre négative, non. Merci, Monsieur le Ministre. C'est moi qui vous remercie. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission jusqu'à son terme. Rendez-vous demain pour une autre édition de l'Ancien Jour. À bientôt.